pas remis leurs écouteurs. Et la QRP a le bras long. Si vous tentez de fuir en France ou au Brésil, on va vous retracer. Il y a 4 personnes. J'aimerais pas être parmi cette liste-là parce que c'est très humiliant de se faire nommer publiquement, non pas pour donner une conférence, mais pour retourner ses écouteurs. Vous aurez au moins le plaisir de dire qu'en plénière, on a parlé de vous. Alors, Mme Brigitte Gendron, Mme Annie Lebeau, Elisabeth Sabino dos Santos, Lorena Rodriguez-Guerini, je vous en prie, retournez vos écouteurs, sinon c'est la faillite pour la QRP, il va falloir les payer. Alors, ça c'était l'annonce publique. Maintenant, une autre annonce qui est pas mal plus intéressante, c'est que vous saviez qu'il y avait un concours qui a eu lieu tout au long du colloque. Et je vais demander à M. Raymond Descaries de venir prendre le micro pour quelques instants pour nous expliquer en quoi consistait le concours et qui a gagné le concours, le prix du public et le prix du jury. Alors, M. Descaries, à vous le micro. Michel, en fait, tout le monde, pour être plus précis, depuis 4 ans, on a un ciné-mental. Et cette année, on a décidé d'ouvrir les horizons, un peu comme le KRP fait depuis des années. On a décidé de faire un ciné-mental international. Et ça a été extraordinaire. On a reçu des films d'un peu partout. Et, évidemment, hier après-midi, c'était l'apothéose. On avait un prix du jury, un prix du public. Et ce qui est assez extraordinaire, et je suis d'autant plus heureux de vous l'annoncer, le prix du public avait 2 choix, un court-métrage, un moyen-métrage. Ils ont fait leur choix. Le jury a aussi fait son choix. Ils avaient, eux, qu'un seul choix. C'était de choisir à travers les courts-métrages et les moyens-métrages qu'un seul film. Mais déchirés, comme on lit souvent dans notre pratique, chacun de nous, déchirés, ils se sont dit « je ne suis pas capable, on n'est pas capable ». Alors, merveilleusement, on a 2 grands gagnants qui raflent tout, moyen et long-métrage. Et dans le moyen-métrage, il y a un merveilleux film qui s'appelle « Les Rêveurs ». Les Rêveurs, et je voudrais inviter nos cousins français, Emmanuel et Séverine, à monter sur la scène 2 secondes pour recevoir leur prix du jury. Alors, on leur offre rien de moins qu'un tableau de Fernand Labelle. Je ne sais pas si Fernand Labelle vous dit quelque chose, mais c'est un de nos grands artistes qui a déjà 80 ans. Bien, bravo, les amours. Allez. Et très bientôt, pour ceux qui sont intéressés, on vous donnera les coordonnées pour avoir une copie des Rêveurs. C'est une question de diffusion et de droit, mais ça va se faire très, 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 très bientôt. Bravo encore à vous 2. Hein? Et notre salle bondée a aussi eu un autre coup de cœur. Et j'aimerais vous présenter pour le 2e prix de jury quelqu'un, on tombe en amour avec elle de toute façon, c'est trop facile. Ça a été un autre de mes grands coups de cœur d'hier après-midi. Sally, s'il vous plaît, pour un film qui s'appelle « Regardez l'arc-en-ciel » sur l'intégration au travail. Allez, Sally, please. C'est un très, très beau film encore là. Via la QRP, via Communication Descaries, on vous donnerait les coordonnées pour la diffusion future. C'est un très, très beau film. Bravo, Sally. Je pense qu'elle veut nous dire quelque chose 2 secondes. J'ai le droit encore à une minute. Diane, chicane-moi pas. Chicane-moi pas, Diane, OK? Moi, j'aimerais remercier le jury là, et aussi Marie-Laurence Porriel, qui n'est pas ici aujourd'hui, pour me donner la chance de participer dans le projet et de faire partie de le documentaire « Regardez l'arc-en-ciel ». Et merci beaucoup pour tout le monde. Bon lunch, bonne journée, bonne semaine. Merci.
Juste en vous quittant, avant que Michel vienne me couper le micro, je voudrais remercier toute l'équipe de la QRP et en particulier Rosalie Bérubé qui a été merveilleuse, du début à la fin, qui a été d'un soutien fantastique pour monter le ciné-mental avec moi. Et longue vie à la QRP. Et un autre ciné-mental l'année prochaine, encore plus volumineux. Et j'aimerais ça avoir une journée complète. Passez le mot. On est un peu rapide. On laisse nos premiers gagnants vous dire quelques mots. On voulait vous remercier au nom de nos équipes avec lesquelles on a travaillé. On est très fiers de ce prix, d'autant qu'il vient marquer une étape dans ce processus de travail qui pour l'instant a duré 4 ans et dont on espère qu'il pourra rejoindre et rallier d'autres rêveurs si d'autres films pouvaient se faire ici et ailleurs. Je voulais rebondir sur les mots de Cécile Rousseau qui a débuté ce colloque. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais elle a terminé son intervention par des images de peinture, par la création. Et je voulais redire à quel point cet endroit possible de rencontre entre la création et la santé est essentiel. Et qu'il y a là un sillon à continuer à creuser, même s'il est fragile, il est, selon moi, selon nous, enfin selon vous aussi, j'espère, essentiel. Merci encore. Alors, je vous invite à poursuivre votre lunch et on va vous revenir un peu avant le dessert pour la suite. Merci beaucoup. Bonjour à tous, à nouveau. J'aimerais avoir votre attention pour quelques secondes. Nous allons passer à la partie très sérieuse du lunch. Mais avant tout, je dois faire mon travail d'animateur. J'avais oublié d'inviter deux personnes à prendre la parole. J'ai tendance à les négliger à chaque fois. J'aimerais vous inviter la directrice Diane Harvey et le président de la QRP, Claude Charbonneau, à venir vous adresser la parole avant de passer à la présentation de notre conférencier. Bonjour tout le monde. Alors, à la QRP, on est transparent et on va vous partager un souci qu'on a par rapport à notre animateur qui nous semble moins grandé, plus absent, il est moins mobilisé qu'il l'était au fil des années. C'est le 3e colloque qu'il anime. Donc, on a cherché, Diane et moi, puis le conseil d'administration aussi, un projet qui pourrait leur mobiliser. Parce qu'on veut qu'il anime d'autres événements éventuellement. Donc, on est empathique par rapport à lui, dans le sens où c'est un éminent chercheur, connu internationalement, puis on le confie d'un petit rôle d'animateur d'événements. On peut comprendre des fois qu'il se dévalorise un peu. C'est un chercheur qui cherche depuis des décennies, il cherche, puis il ne trouve pas grand-chose. C'est son potentiel, éventuellement, qui se rétablisse pour le mieux. Donc, on a pensé une stratégie pour faire ça, à plus ou moins long terme. La QRP et PSR Canada. PSR Canada, si vous voulez, c'est comme la QRP dans le reste du Canada anglais. OK? Alors, de façon conjointe, appuyée, les deux organisations de l'ensemble du Canada sur la réadaptation psychosociale ont trouvé une idée qu'on pense serait à la hauteur pour rétablir notre ami Michel. Étant donné il faut que l'idée, le rêve soit aussi à la hauteur du personnage. On a interpellé la Commission de santé mentale Canada. Dire, pourriez-vous nous appuyer dans la réalisation de ce rêve? Michel en a besoin. Howard nous a dit, écoute, ça nous intéresse, je ne peux pas te dire oui encore, mais on va aller explorer cette possibilité-là. Et on a donc fait un front commun à QRP, PSR Canada et Commission de la santé mentale du Canada pour préparer, construire ensemble ce projet. Un projet dont
on vous annonce pas que tout est ficelé et que ça va avoir lieu. On vous annonce que nous, on a des grands rêves, que ces grands rêves s'appuient sur des solidarités et qu'avec ça, on va sauver Michel. Et c'est avec grand honneur et fierté que nous vous annonçons que, ensemble, ces organisations-là, AQRP et PSR comme promoteurs, nous allons déposer notre candidature pour recevoir en 2018 à Montréal le colloque international de l'Association mondiale de réadaptation psychosociale. Vous savez, on a des idées souvent de grandeur, donc c'est sûr que c'est avec optimisme et enthousiasme qu'on va se lancer dans l'élaboration de ce projet-là. Tellement optimiste, on voulait tellement convaincre nos partenaires qu'on a même lancé un défi, et ça, c'est de ma faute, là. Samuel me disait, qu'est-ce que tu as fait là? J'ai lancé le défi à Vicky, la présidente de PSR, qu'en 2018, lorsqu'on tiendrait ce colloque, Vicky ne parle que l'anglais, qu'elle me parlerait en français. La niaiserie que j'ai faite, par exemple, c'est de dire que moi, je vais te parler en anglais en 2018. Parole dite, parole donnée. Alors, je vous saluerai avec un beau welcome en 2018. Donc, on a appliqué notre thématique du colloque « Vive de nouvelles solidarités ». Merci. Merci beaucoup. Je viens du milieu hospitalier et on essaie de se libérer de cette volonté de prendre en charge les patients. J'espère que la QRP va aussi se dégager de cette idée de me sauver à tout prix pour me laisser cheminer dans mon rétablissement. Alors, j'aimerais maintenant qu'on passe aux choses très sérieuses. Écoutez, tout allait assez bien pour moi au niveau de l'animation, mais on m'a dit qu'il serait pas mal plus intéressant s'il y avait un co-animateur qui se joignait à moi. Et vous le connaissez sûrement, puisqu'il a déjà co-animé la clôture du dernier colloque. Et c'est Jean-Nicolas Ouellette qui, à mon sens, a présenté à peu près à tous les jours, toutes les heures. Je t'ai vu partout, Jean-Nicolas. Comment je peux co-animer avec toi? En fait, Jean-Nicolas pourrait prendre le bottin du téléphone puis vous faire applaudir. Oui, OK. Donc, je viens de voir de quoi je souffre. Et c'est pas juste de la proximité avec toi. Bon. Mais tu vois, bon, ça me fait plaisir d'être ici. Souvent, je fais ça, aider des animateurs qui sont en difficulté. Et de tous les animateurs que je connais, c'est toi qui es le plus en difficulté. Je te remercie. Alors, c'est un plaisir d'être là. Bien, Jean-Nicolas, vous le savez tous, il est directeur de CAME. Je l'ai dit souvent, hein, les gens ne savent pas c'est quoi CAME nécessairement, mais je l'ai dit quand je t'ai présenté au tout début. OK. Et aussi, tu es membre de la RUQI, puis tu en as parlé aussi, tu as présenté pas mal beaucoup sur la RUQI, tu en as parlé au lunch, tu en as parlé tout le temps. Écoute, je pense que je ne vais pas... Je suis monomaniaque là-dessus. OK, c'est bon. Moins on a d'idées, plus on y tient. Bon, dans ce cas-là, je vais passer au but de notre événement, si tu permets. Puis tu peux compléter. Si je te permets. OK, tu ne me permets pas, mais je vais le faire. Alors, le but de l'activité de cet après-midi, c'est répondre enfin, une fois et pour toutes, entre l'entrée et le dessert, à des questions de fond qui cessent d'émerger lors des congrès, des discussions un peu partout, colloques, discussions, forums en rapport avec la santé mentale et la vie moderne. Alors, on va parler de nouveaux usages, en fait, le nouveau visage de la santé mentale et la performance, les technologies qui ont émergé dans le monde contemporain. On est dans le thème. Alors, le moyen, c'est que nous, en tant qu'animateurs dédiés et performants, nous aurions très bien pu nous acquitter de la tâche à nous deux tout seuls, puis en 5 minutes, c'est réglé, puis on peut continuer à rigoler. Et vous auriez été gagnant, là, c'était beaucoup plus vite. C'était beaucoup plus vite. Payent leur stationnement aux 15 minutes, là. Oui. Alors, malheureusement, le comité scientifique de la QRP n'était pas entièrement d'accord et a insisté pour qu'on élargisse nos perspectives grâce à l'apport d'un conférencier reconnu. On sait que ces grands conférenciers sont généralement des profs d'université qui écrivent plein de livres savants,
qu'on ne comprend pas toujours et qui tiennent des discours qu'on ne comprend pas nécessairement plus. Comme nous sommes des animateurs consciencieux, nous avons convenu de présenter le conférencier qui a divisé sa présentation en 3. C'est plus simple à suivre. Et nous, on va intervenir à chacun des thèmes pour vous résumer rapidement ce qu'il a dit. Et traduire, résumer, c'est un service à la communauté. On s'engage, nous deux, à le faire. Ça, hein? Et ce qu'on va faire, et on va le faire bien. Certainement. Et pour être sûr qu'on va sceller chacune des questions, des issues, on va demander le vote. Et là, comme on est très démocratique, on prend le vote, c'est réglé, pouf, on passe au suivant. À la fin du colloque, c'est vraiment, on optimise le colloque. À la fin, ces questions-là, c'est fini, on n'en parle plus, on passe vraiment à autre chose. Et voilà. Alors, vous pourrez dire que vous l'avez vécu ici grâce à nous. Ce grand moment où la pensée s'est fixée, et non pas figée, c'est pas nous, mais qu'on a pu avancer tous ensemble. Oui. C'est pourquoi que, ne reculant devant rien, nous avons engagé un bénévole. Ça, il ne fallait pas que je le dise tout de suite. Hein, il s'attend. OK. Donc, ne reculant devant rien, Michel et moi allons mettre en... Oh, c'est ça, il vient de le dire. Alors, ne reculant devant rien, justement, on vous a laissé, c'est l'idée de la directrice, des lunettes roses. C'est pas notre idée. Et des lunettes plus foncées. Les vôtres sont en carton. Hein, elles sont inspirées de l'époque des films en 3 dimensions. Parce que la directrice voit grand, n'est-ce pas? C'est qu'elle ne pouvait pas voir seulement qu'en 2 dimensions. On vous résume la pensée de notre invité, chacun notre tour, d'une manière un peu plus rose ou peut-être un peu plus sombre. Et le vote que vous allez porter sera vers le rose, si c'est à ça que vous adhérez, ou vers le sombre. Et pour ce faire, vous allez porter vos lunettes de couleur bien haut. Comme ça, on verra bien. OK? Et vous allez voir, le décompte sera fait. On vous demande quand même de garder le vote, vos indicateurs de vote élevés un petit moment, parce que ce sont 2 vérificateurs comptables qui vont faire le décompte de manière très précise et de manière très objective, parce qu'on vous l'a dit, on veut sortir d'ici avec des réponses définitives. Et on est démocratique. Et nous sommes parfaitement démocratiques. Nous l'avons décrété tantôt. Donc, c'est lui et moi qui allons compter. Donnez-nous une petite chance là-dessus. Ah oui, bon, oui, un petit détail, depuis tantôt qu'on vous en parle, il faudrait peut-être vous dire qui est le conférencier, hein? Même si cela veut dire qu'on va être obligé de quitter la scène, à regret, bien sûr. Alors, on est particulièrement heureux et fiers de vous présenter notre conférencier invité, qui est nul autre que le professeur Marcelo Otero. Alors, c'est une personne absolument fort sympathique, vous le verrez, qui a plein de choses à dire. Il est très bien préparé. Michel et moi l'avons rencontré à plusieurs reprises. Alors, bien sûr, on vous le dit, c'est un professeur d'université, parce que nous ne sommes pas ni stigmatisants, nous sommes plutôt très inclusifs. Alors, on l'a accueilli parfaitement comme si c'était un des nôtres. OK? Bon, c'est un sociologue, on vous avertit tout de suite, là. Alors, en théorie, c'est pas du tout problématique, parce que nous, on n'est aucunement, on n'est aucunement discriminatoire, bon, ni en fonction du sexe, de l'âge, des propos, du délire ou quoi que ce soit, mais il va nous amener quelque part. Et il va nous apporter quelques idées, hein, qui vont mettre au travail nos concepts, et nous, ces idées, on va les faire travailler juste après. OK. Peut-être un petit mot de plus sur Marcelo? Oui. Attends, je m'étais mis une note ici. Marcelo est professeur au département de... Regarde, il faut faire ça bien. Il faut faire ça bien. La partie sérieuse, tu peux me la laisser. Déjà qu'on ne le paye pas, on va le présenter comme il faut. Oui. Professeur au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal, chercheur au collectif de recherche sur l'itinérance, la pauvreté et l'exclusion sociale, le CRI, au Centre d'histoire des régulations sociales, financé par le CHRS, et au Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté, le CREMIS. Est-ce que tu penses que ça va être simple? Regarde. Il a publié plusieurs livres, ça c'est pas bon signe, il a publié plusieurs livres au cours des dernières années, dont ses favoris sont « Qu'est-ce qu'un problème social aujourd'hui? Repenser la non-conformité ». 2013. C'est le titre de ma biographie, ça, repenser la non-conformité. Autre titre, L'ombre portée, l'individualité à l'épreuve de la dépression, Montréal,
Mais tu dis qu'il s'en occupe de toi pour 2018. Les règles de l'individualité contemporaine, santé mentale et société, 2003. Tu penses-tu qu'il va faire la job? On espère. OK. On espère. Alors, Marcelo, à toi le micro. Merci. Merci beaucoup. On a confiance. Merci. Et bonjour tout le monde. Et je remercie beaucoup à la QRP de m'avoir invité. Je remercie les participants, les conférenciers et aussi les organisateurs. Organiser un colloque comme celui-ci, c'est très compliqué, c'est beaucoup de travail. Et nous, on va très souvent à des colloques et on voit très peu de fois des colloques si agréables et si bien organisés. Donc, merci à vous tous. Et je ne vais pas remercier tout de suite mes deux commentateurs, je vais attendre à la fin parce que je ne sais pas comment ça va finir. Mais je voudrais commencer par cette question-là qu'on a soulevée tout à l'heure, le nouveau visage de la maladie mentale. Le terme maladie mentale, ce n'est pas un terme que j'aime énormément. On parle souvent des problèmes de santé mentale et dans la phrase problème de santé mentale, il y a le mot problème. Et les problèmes qui posent la santé mentale, ce ne sont pas des problèmes forcément psychologiques ou neuronaux, c'est des problèmes sociaux, des problèmes très larges. Pour une raison très simple, tout ce qu'on appelle maladie mentale, tout ce qu'on appelle trouble ou problème de santé mentale, est forcément enchâssé dans un social. Il n'y a pas de cerveau dans un bocal qui souffre, il n'y a pas d'individu hors société. Ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. Donc si on n'essaie pas de comprendre un petit peu la société dans laquelle on vit pour comprendre les problèmes de santé mentale, on a raté d'emblée notre cible. Ça nous manque la dimension qui est la plus importante. Mais on vit dans la modernité, on vit dans des sociétés modernes, on vit en Occident. Et on peut dire que la modernité a une caractéristique qui est très simple, qui a été synthétisée par plusieurs philosophes et sociologues, et est celle-ci. Les modernes, vous et moi, ce sont des individus qui établissent une distance réflexive à la tradition. C'est-à-dire, nous ne prenons pas tout ce qu'on reçoit de manière directe, il y a une instance de réflexion vis-à-vis d'un rôle social, par exemple, et les comportements qui va en quelque sorte nous motiver. Il y a même d'autres sociologues, comme Erving Goffman, un Canadien cette fois, qui dit la caractéristique de l'être humain, c'est sa possibilité de prendre distance. La distanciation, c'est ce qui définit et ce qui sépare un homme d'un animal. Je prends distance des normes sociales. Les normes sociales sont là, évidemment, il n'y a pas de société sans normes, mais chaque individu va prendre une distance particulière vis-à-vis de la norme qui va le définir et vis-à-vis de laquelle il va se construire en tant qu'individu singulier. Mais autrement dit, on est des êtres, des individus différenciés. On est tous différents ici, mais on est tous ensemble. Alors qu'est-ce qui nous différencie et qu'est-ce qui nous unit? Hier comme aujourd'hui, c'est quelque chose qui va nous aider à comprendre pourquoi on souffre de telles choses aujourd'hui et avant on souffrait d'autres choses. Pourquoi il y avait plus de névrosés aujourd'hui et aujourd'hui il y a plus de déprimés. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a dans la modernité qui nous occupe, que certains vont appeler postmodernité, hypermodernité, modernité avancée, société et la communication, etc., etc. Mais peu importe, on est dans la modernité, on est des modernes. Il y a, et ça je vais résumer un peu vite, il y a 5 caractéristiques au centre d'information sociale qui sont très récentes, c'est-à-dire une trentaine ou une quarantaine d'années selon les travaux, qui bouleversent nos vies, la vôtre et la mienne, de manière forte, qui touche nos expériences particulières de manière très forte. La première, c'est la fragilisation des positions sociales et des supports sociaux. Avant, il y a une trentaine d'années, on pouvait regarder, par exemple en sociologie, la trajectoire de quelqu'un et on pouvait plus ou moins savoir où cette personne-là pouvait se rendre à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Aujourd'hui, les statuts, les positions, les rôles sont friables, c'est-à-dire que où est-ce qu'on va finir, c'est en quelque sorte un peu inconnu. Les trajectoires des individus sont de moins en moins prévisibles. Aujourd'hui, les individus ont des parcours qui sont étonnants, qu'on ne peut pas prévoir, par exemple, seulement par le type de famille, seulement par le type de travail, seulement par le type d'éducation. Aujourd'hui, les positions sociales sont friables. C'est-à-dire là où on est dans une société, ce point particulier dans son univers social est très fragile. Donc on varie. Les mots précarité, les mots flexibilité, les mots polyvalence sont des mots, les mots de formation permanente sont des mots qui nous renvoient à ces problèmes-là
problème ou solution, sinon c'est mes contradicteurs qui vont nous dire si c'est bon ou pas. Donc ces caractéristiques est tout à fait nouvelle. Le travail précaire, ce n'est pas quelque chose qui était généralisé il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui, ça l'est. La deuxième caractéristique, qui est très importante et qui nous touche de manière forte, c'est la reconfiguration de la famille. La famille d'aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec la famille d'il y a une quarantaine d'années. Aujourd'hui, vous avez, par exemple, quand je parle des familles, je peux parler d'un ménage d'une seule personne. Si vous prenez Montréal, par exemple, vous avez 40% des Montréalais qui habitent seuls. Ce n'est pas mauvais. On peut habiter seul parce qu'on est isolé, mais on peut habiter seul parce qu'on a envie d'être seul. Vous pouvez comparer des quartiers de la ville de Montréal, par exemple des quartiers qui sont très huppés, où des individus habitent seuls, qui sont des grands professionnels, qui veulent pour toutes sortes de raisons vivre seuls, et d'autres endroits où des individus sont seuls parce qu'ils sont isolés. Mais dans les chiffres, 40% des Montréalais ont choisi, ou non, on vit tout seul. Mais les familles qu'on appelait avant nucléaires ou intactes, qu'on parle les démographes, aussi ont varié énormément. Aujourd'hui, nos enfants, même parfois nous-mêmes, on sont éduqués dans des familles qui ont énormément changé. Aujourd'hui, un enfant risque d'avoir 2-3 pères ou 2-3 mères, en fonction des familles qui sont reconstituées, disons, et parfois 1, 2 et parfois 3 fois. Donc la fonction parentale, la fonction marentale, si ça existe aussi, ont changé de manière très importante. C'est-à-dire les enfants que nous, on éduque, vont être très différents de nous-mêmes parce qu'il n'y a pas cette fonction parentale très très forte qui va signaler un certain nombre de trajectoires plutôt que d'autres. Aujourd'hui, la mère peut être le père. Peut-être le deuxième père peut être le vrai père. En tout cas, il y en a plusieurs possibilités. Le monde domestique s'est ouvert de toutes les façons et les individus qui sont socialisés dans cette matrice-là sont différents. Aujourd'hui, on est différent de ce qu'on était il y a une quarantaine d'années. La troisième caractéristique, c'est la transformation du travail en métavaleur absolue de la citoyenneté. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous définit en tant que citoyens aujourd'hui, en tant qu'être social qui existe, c'est le travail. On peut être divorcé, on peut être gay, hétérosexuel, on peut être noir, blanc, on peut être latino-américain ou québécois de souche, mais si on travaille, si on a un bon travail, si on a une identité professionnelle, on est quelqu'un. Mais sinon, on a des problèmes. Ce qui définit aujourd'hui une personne avant tout, c'est son rapport au travail. Pensez si bien, si vous allez à son souper, ils vont vous demander qu'est-ce que vous faites dans la vie, ils vous disent pas grand-chose, ça commence mal. Alors, si vous dites, j'ai 2 enfants, 3 enfants, je n'en ai pas, j'habite seul avec 3 à 5 personnes, ça fait partie de la conversation, mais ça n'occasionne pas un choc. C'est-à-dire que le travail, c'est devenu une métavaleur comme jamais auparavant. Bien sûr, dans la modernité, le travail, ça a été toujours important, mais jamais comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ne pas avoir de travail ou en avoir un travail qui n'est pas très valorisant, ça nous frappe socialement. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement nouvel. Le quatrième élément, c'est la multiplication et la complexification des 3 grands critères, l'âge, l'appartenance ethno-culturelle et aussi les genres. C'est-à-dire, aujourd'hui, on vit dans des sociétés qui sont métissées. Qu'est-ce que ça veut dire être un enfant aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire être un adolescent? Est-ce que l'adolescence existe encore comme elle existait auparavant? Est-ce que les groupes d'âge, en quelque sorte, nous disent quelque chose? Ou l'enfant, l'adolescent, l'adulte et la personne âgée, ce sont avant tout des individus? Qu'est-ce que ça nous dit encore, les genres ou la sexualité? Aujourd'hui, on est ouvert à beaucoup de possibilités, comme on ne l'était pas il y a une trentaine ou une quarantaine d'années. Mais aussi, les métissages, ça s'est fait de manière forte au niveau classique, c'est-à-dire ethnoculturel. Aujourd'hui, on a accès à des cultures très différentes, pas seulement par des documentaires, une fois de temps à autre un samedi soir, mais de manière directe dans la rue. Dans les sociétés aujourd'hui dans lesquelles on vit, ce ne sont pas les sociétés qui sont sorties de la Deuxième Guerre mondiale, ce sont des sociétés qui sont profondément métissées au niveau des groupes d'âge, au niveau du genre et au niveau des communautés ethnoculturelles. On est soumis à des influences qui sont très complexes et très contradictoires. Le cinquième élément, en quelque sorte, découle de ces 4 premiers, et c'est la coexistence des multiples repères moraux qui sont en quelque sorte ambigus et parfois contradictoires. C'est-à-dire, aujourd'hui, il n'y a pas de bonnes décisions à prendre. Il y a les parents vis-à-vis des enfants, les enfants vis-à-vis des parents, l'employeur vis-à-vis du travail du patron, les profs vis-à-vis de l'étudiant vis-à-vis du prof. Quelles sont les bonnes décisions à prendre?
Avant, en quelque sorte, les rôles étaient plus fermes et le père, la mère, l'enfant, la personne âgée, l'adulte savaient, entre guillemets, quoi faire. Aujourd'hui, l'espace de réflexion entre l'individu et le rôle s'est beaucoup complexifié. C'est pour ça que depuis, encore une fois, une trentaine d'années, il y a une nouvelle profession qui est apparue. Et cette profession, c'est la profession d'éthicien. Aujourd'hui, on forme des éthiciens pour nous aider à trancher lors des situations qui semblent difficiles. Et parfois, ces situations-là ne sont pas si difficiles que ça. Dans le cas du Québec, par exemple, s'il faut décider si Pierre-Carl Pelado, par exemple, peut garder ou pas ses actions de Québécois, on pose la question à qui? À nous? Non. Un commissaire de l'éthique qui va dire c'est bon ou c'est pas bon. Et ça semble difficile à définir parce que ça lui prend du temps. Ça prend des semaines et des semaines pour prendre une décision. Oui, vous le gardez ou vous ne le gardez pas. Alors ça, c'est tout simplement un détail, mais nous avons tout le temps à prendre des décisions qui sont forcément conflictuelles, plus qu'avant. Aujourd'hui, les conflits, en quelque sorte, c'est quelque chose qui s'est transféré du social au particulier. On a des conflits avec nos conjoints, nos conjointes, c'est pour ça qu'on se sépare, qu'on se divorce, qu'on réforme d'autres familles. On a des conflits avec nos enfants ont acquis des droits, alors ils peuvent contester nos décisions en tant qu'adultes, et peut-être ils ont raison, parce qu'ils ont accès à d'autres informations que nous, en tant qu'adultes, nous sommes un peu périmés pour certaines choses. Donc la conflictualité, en quelque sorte, c'est sort d'un carcan relativement social entre groupes de pouvoir et pas de pouvoir, mais c'est quelque chose qu'on vit de manière directe. Donc, on est plus obligé de choisir, mais pensez à des choses très, très, très petites. Pensez quand on va dans un supermarché, aujourd'hui et il y a une quarantaine d'années. Si vous avez à choisir une boîte de céréales et vous ne savez pas trop qu'est-ce que vous cherchez, ça vous prend du temps. Vous avez à peu près 80 boîtes de céréales différentes. Donc, cette espèce d'injonction sociétale au choix, c'est quelque chose qui est en quelque sorte ancré dans notre socialité. Nous n'avons pas le choix de choisir. Notre psyché est constamment enjointe et obligée à prendre des décisions tout le temps. De petites décisions, par exemple, quel est l'écran d'ordinateur que je mets sur mon portable? La machine me le demande. Il y a très peu de gens qui vont tout simplement garder la configuration standard. On se singularise par rapport aux possibilités qui existent. Et on est obligé de le faire. S'il fallait résumer de manière rapide un peu ces 5 transformations qui nous touchent tous dans notre vie quotidienne, on pourrait dire qu'on est plus que jamais des individus singuliers, mais pas par choix, parce que la société est faite de telle manière qu'on est obligé à prendre des décisions individuelles et singulières. Mais d'un autre côté, il n'y a aucune société qui laisse les individus faire ce qu'ils veulent. Pourquoi? Ici, on est tous différents, on est tous assis, je parle et vous écoutez. Et ça serait une situation normale, mais ce n'est pas normal. C'est-à-dire qu'il y a des manières de faire en sorte que les individus prennent une place malgré leur diversité. Donc, on est, oui, des individus de plus en plus différents, mais en même temps, on est aussi des individus qui ont des choses en commun. C'est-à-dire que chaque individu est tiraillé entre un appel à la singularité, il faut être soi-même, mais un appel aussi au collectif. C'est-à-dire qu'il faut être un tel type d'individu social. Et qu'est-ce que c'est un individu social? On pourrait le définir par 3 caractéristiques. Il doit être autonome, responsable et prendre des initiatives. Si vous n'avez pas ces 3 caractéristiques-là, vous avez des problèmes. Donc, dans l'espace qui est défini entre « je suis moi-même » et voilà ce que la société me demande, être autonome, responsable et prendre des initiatives, tout ce qui est problème de santé mentale va puiser dans cet écart-là pour construire ce qui pose problème ou ce qui ne pose pas problème. Donc, si on regarde par exemple les DSM-5, qu'on connaît tous, j'imagine, très bien, on voit que les DSM-5, si on compare avec le DSM-1 de 1952, on voit que ce bouquin, qui est un peu la Bible diagnostique de la psychiatrie, mais aussi de la psychologie du travail social, ce n'est pas seulement les psychiatres qui s'en servent, il y a aussi des psychoéducateurs qui occupent une place très importante. Ces bouquins-là, c'est une cartographie empirique de ce qui pose problème. Si vous regardez le DSM-5, et si vous n'êtes pas dedans, vous êtes mort. Vous n'existez pas dans la société. Donc, il faut tout simplement dire ceci. Dans un manuel de psychiatrie comme celui-là, tout le monde par défaut à sa place, tout le monde devrait pouvoir être évalué, on doit le regarder, et en quelque sorte, il y a une certaine résonance qui apparaît. Et tout ça, c'est parce que ce type de livres-là se font avec des recherches empiriques très importantes. Alors, quand vous regardez ça, c'est-à-dire il y a beaucoup de recherches empiriques qui vont puiser dans ce qui pose problème de la société, ils vont les traduire en termes psychiatriques ou psychologiques,
vous avez quelque chose qui va faire du sens. Il y a une certaine résonance. Quand dans ce type de manuel-là, vous regardez la dernière partie et vous voyez qu'il y a au moins 200 auteurs reconnus, 200 psychiatres, et quand vous savez combien ça coûte un psychiatre américain, combien il fait de salaire par mois, écrire un bouquin comme ça coûte énormément cher. Et quand vous regardez les conseillers, vous avez 2000 conseillers qui ont travaillé à ça, on peut se poser la question, tous ces gens-là peuvent se tromper? Et oui, ils se trompent. Pour quelle raison? Parce que chaque édition, ils vont enlever des catégories, ils vont faire rentrer d'autres. Alors pourquoi ils le font? Pour des raisons scientifiques? Pas forcément. Pour des raisons sociales, telles que j'ai évoquées tout à l'heure au début de l'exposé. C'est-à-dire, il y a des catégories de santé mentale qui n'ont plus de sens, qui font plus de sens, ils doivent sortir. Mais il y a des nouvelles qui font du sens et qui doivent rentrer. Donc, qui régule le trafic entre catégories qui rentrent et sortent des manuels de santé mentale? C'est la science. La science entendue comme autorité. Mais quand on regarde chaque catégorie particulière qui quitte la psychiatrie ou d'autres catégories qui rentrent, on se rend compte que les critères fondamentaux d'exclusion ou d'inclusion n'est pas scientifique, il est social. C'est-à-dire, normativement, il y a un certain nombre de troubles mentaux qui ça serait insupportable de les garder dans un manuel de psychiatrie, et d'autres, ça serait insupportable de les laisser dehors. Donc, les raisons qui motivent l'exclusion ou l'inclusion de nouveaux ou des vieux troubles, ce sont des raisons qui sont presque tout le temps des raisons sociales ou normatives. Donc, malgré les auteurs qui sont la plupart des fois des psychiatres américains, hommes et blancs, j'ai 200 en quelque sorte, plus 2000 conseillers. Les raisons principales qui organisent le trafic des nouvelles et des vieilles catégories psychopathologiques, ce sommes nous. C'est-à-dire c'est la société qui va définir d'une manière ou d'une autre ce qui pose problème et ce qui ne pose pas de problème. Il me reste 2-3 minutes. Je voudrais tout simplement faire une minute, trois petits constats pour voir ce qu'ils pensent mes deux amis ici à côté. Amis, je ne sais pas, on va voir si on reste des amis encore. Il y a 3 constats que je voudrais faire. D'abord, les liens entre le mental, la dimension mentale et la dimension sociale est aujourd'hui presque impossible de distinguer. Tout est problème de santé mentale. N'importe quel comportement problématique aujourd'hui peut être compris comme un problème de santé mentale. Et c'est faux. Ce n'est pas tout qui est mental, mais on le perçoit comme ça. Deuxièmement, il y a une logique qui est très étrange. On n'a jamais eu autant de psychologues, de psychiatres, on n'a jamais pris autant de médicaments, et les problèmes de santé mentale ne cessent de s'accroître et se diversifier. On fait ce qu'on nous demande de faire, on prend des médicaments, on va au psychologue, on fait tout ce qu'on fait, tout ce qu'on nous demande, et les problèmes sont là. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de problèmes de santé mentale. Cette logique étrange, il faut la comprendre un peu mieux. Et troisièmement, il y a une dialectique de différence et répétition. Les problèmes de santé mentale sont très variés, mais les réponses ne sont pas très variées. Quand vous regardez les DSM-5, par exemple, et vous regardez la plupart des troubles, entre 350 et 400, selon la manière de les compter, et vous voyez les réponses thérapeutiques, il n'y en a pas énormément. Le déséquilibre est très grand entre les problèmes dont on souffre et les réponses qui sont disponibles. Et c'est dans ces réponses qui sont disponibles, les médicaments occupent une place très importante, mais on va revenir dans la deuxième partie. Donc, je vais laisser un peu la parole à mes contradicteurs. Je vais me retirer un petit peu. Tu peux rester là si tu veux. Oui, juste pour éclairer, on n'est pas contradicteur, au contraire, il y a des choses que tu dis avec lesquelles je suis et nous sommes parfaitement d'accord. J'ai adoré la partie où tu nous expliquais la famille n'est plus la famille. C'était tout à fait probant. Être seul, c'est plus être seul, c'est être avec soi-même. Et là où j'ai beaucoup accroché, là, ça va être la musique pour moi, c'est quand tu nous as expliqué qu'être en santé, ce n'est plus être en santé, la preuve, le DSM-5. Et c'est ça, hein, on parle, le thème, c'est les nouveaux visages de la santé mentale, et ce qu'on voit, hein, c'est bien plus les nouveaux visages de la maladie mentale. Parce que, et l'autre jour, je le disais, quand j'ai rencontré Michel, quand j'ai rentré dans son bureau, tu n'es comme moi qu'un saucisson. Il ne m'a pas répondu parce qu'il déteste qu'on l'appelle par des noms de charcuterie, mais j'avais raison pareil. Nos vies sont découpées en tranches fines pour regarder que c'est qui cloche, puis voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec. On a rendu qu'on a même des coachs de vie, OK? Comme si on était dans une lutte dans la boue, je ne sais trop. C'est quand même intéressant, ça. Tu nous l'as bien souligné. Hein? Dans notre monde contemporain, depuis les années 80, on invente et on trouve des maladies bien plus vite qu'on trouve des remèdes. OK?
Je me rappelle qu'il fut un temps, quand les gens n'arrivaient pas à dormir, on leur donnait un somnifère, des benzodiazépines. Dans notre monde d'aujourd'hui, on ne donne plus de benzodiazépines, de machins comme ça, pour faire dormir les gens. Pour l'aide à l'endormissement et tout ça, c'est des antipsychotiques. La nouvelle maladie, très contemporaine, c'est d'être en état de veille. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Hein? C'est pas moi, là, je ne prescris pas, là, tu sais. Et je vous le dis, c'est mal parti pour longtemps. Vous avez compris la lunette que je porte. Parce que la santé, c'est pas payant. Il n'y a rien de moins payant que quelqu'un en santé. Hein? J'en suis la preuve. Souffrez, allez mal, mais allez travailler. Parce que dans ce temps-là, tu produis et tu consommes. Et on est dans un monde néolibéral et capitaliste. Alors, c'est pourquoi ma lunette est noire. Et je te remercie de me l'avoir démontré pourquoi. C'était extraordinaire. Moi, Marcelo, au départ, j'avais un doute, mais tout s'est confirmé. Tu étais le meilleur conférencier qu'on pouvait inviter, spécialement parce que tu nous transmets une vision optimiste de ce qui peut se dérouler. En fait, tout ce que tu as présenté, je trouve que ça cadre très bien avec ce qu'on vit. Et quand tu as parlé d'être différencié, de rôles qui sont plus complexes, de la reconfiguration familiale, je me suis dit, c'est génial qu'on puisse en être là à ce moment-ci dans notre développement de société. Puis on va peut-être quitter les modèles de mauvaise mère, puis des modèles patriarcales, et puis arriver à développer une autre société où on se penche vraiment sur les ingrédients qui font que tu as une famille, par exemple, et qui serait l'affection, la capacité d'encadrer les enfants, de faire le lien avec la société. Et je crois que ça fait partie de notre évolution. Et ça, je crois que c'est un message d'espoir que tu nous transmets quand tu nous parles d'être différencié. Et si on suit cette logique-là, ça a plein de sens que quand on pose un manuel diagnostique, qu'on multiplie les catégories, parce qu'il faut tenir compte de cette complexité-là. Alors moi, j'aime mieux qu'on dise que j'ai un trouble panique avec agoraphobie que si on dit que je suis un fou. Et parce qu'on a discriminé une partie de mes problèmes, et plutôt que de tout simplement me mettre dans un sac. Et si on regarde aujourd'hui la façon dont on offre les traitements, plutôt que de conserver les gens dans des asiles, on les a sortis des asiles. On n'a pas fait tout ce qu'il fallait, mais au moins, on s'adresse à eux d'une manière un peu plus articulée quand on essaie de comprendre leur dynamique. Et le DSM, malgré toutes ces catégories, représente un effort qu'on tente de faire pour mieux les comprendre. Et ceci dit, si on veut être très pragmatique, je vais m'abaisser au niveau de Jean-Nicolas, soyons clairs, s'il y a beaucoup de catégories puis il y a beaucoup de diagnostics, ça veut dire qu'on peut en avoir à peu près chacun un. On a au moins une personne dans sa vie, on a entre 1 sur 5, 1 sur 4 qui va en avoir un. Puis si on était vigilant, on pourrait en faire beaucoup plus. Et c'est fantastique parce que plus on est nombreux, en fait, comme tu disais, Marcelo, puis ça je l'appréciais, si on n'a pas de diagnostic, on peut être stigmatisé. Alors, je paraphrase un peu, mais il me semble que c'était ça ta pensée profonde. Alors, si on suit cette logique-là, c'est quand même fantastique, parce qu'aujourd'hui, avec tous ces diagnostics, on est arrivé à faire de nouvelles solidarités. On a je sais pas, regarde, nous, dans les projets de santé mentale, moi, je suis au Douglas, là, on a Standard Life qui finance 1 million pour des études. Il y a la Fondation Bell, j'étais avec la Société des Postes. Alors ça, ce sont des nouvelles solidarités qui viennent nous appuyer, et on est très loin de l'époque de l'asile qui était à l'extérieur, puis simplement géré par des religieux. Alors merci, bravo pour ces nouvelles solidarités, puis bravo spécialement pour ta contribution, Marcelo. Je crois qu'on peut passer au vote. Oui, moi depuis, bon, est-ce que vous m'entendez? Je ne m'entends plus. Tu m'as mis le poil tellement raide de ses bras, je pourrais sabler la table. Donc, il faut bien sûr voter de la méthode tout à fait scientifique dont on vous a parlé tout à l'heure. Alors, oui, il est rose. C'est un homme rose. Vous votez pour lui. Et sinon, vous votez de cette couleur-là, qui est une couleur plus de réalisme. Là. Oui. 1, 2, 3, go. Oui, et oh mon Dieu, c'est... Oh là 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 là. Alors... je pense que Marcelo, qui est quelqu'un de plus bronzé que moi dirait c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, à une autre époque. Je pense que les gens n'ont pas tellement écouté. Hein? Non, c'est pas mal rose, d'après moi.
Est-ce que tu dirais que c'est plutôt rose ou noir d'après toi? Moi, je Étonnamment, dirais que ça me gris, semble hein. plutôt rose. C'est pas mal rose. Rose, oui, oui. Oui, Ouais, on ouais. va dire que c'est rose foncé. Ça semble pas mal rose. OK, bravo, Alors- bravo, vous avez vraiment écouté. Bon. Alors, on va vous servir un autre café, ça va vous aider. Je parlais de l'état de veille, moi. Et, non, juste pour vous rappeler où vous êtes, là. Alors, on nous a dit que c'était scientifique. Donc, là, on va laisser la place à notre distingué orateur pour vous parler de santé mentale entre performance et souffrance. Performance, je vous rappelle qu'ici, on parle de santé mentale, d'accord? Pas de pilule bleue. Donc, Merci beaucoup encore. Et je ne savais pas qu'on avait compris tout ça, ce que j'ai dit, mais c'est très, très bien. Mais ça m'apporte beaucoup de choses. Cette deuxième partie s'appelle, et on a discuté ça avec nos deux amis 2-3 fois, et ça s'appelle c'est la santé mentale enfermée entre la souffrance et la performance. Dans ce qu'on a dit la première partie, on peut tirer une conclusion qui est très large et sur laquelle à peu près tous les sociologues et les anthropologues sont plus ou moins d'accord, c'est-à-dire les sociétés dans lesquelles on vit aujourd'hui sont des sociétés où les individus, vous et moi, on doit faire preuve d'adaptation continuelle à une normativité qui change. Les normes changent et nous, on doit changer aussi. Et le rapport à la norme, l'adaptation aussi, doit être de plus en plus inventif. Donc, il y a sur nos épaules cette espèce de nouvelles tâches ou nouvelles charges de s'adapter continuellement à des normes qu'on sait qu'on va devoir changer. C'est-à-dire, au long d'une vie, on va changer plusieurs fois des manières de voir les choses, et si on ne les fait pas, en quelque sorte, on peut tomber sur un risque d'exclusion. Et en quelque sorte, il y a des anthropologues très classiques comme Ruth Benedict ou Margaret Mead qui disaient les individus dans la société moderne se trouvent de plus en plus dans la position du migrant ou de l'étranger. C'est-à-dire qu'il faut apprendre qu'est-ce que c'est une famille, qu'est-ce que c'est une manière de travailler, qu'est-ce que c'est étudier. Il faut l'apprendre de manière relativement continuelle. Et ces deux anthropologues nous disaient, hier, ce sont nos grands-parents et nos parents qui nous donnaient tous les éléments, toutes les valeurs et toutes les normes pour agir en société. Aujourd'hui, parfois, on doit puiser ces normes-là entre les pères, et parfois ce sont les enfants qui doivent aider leurs parents et les grands-parents à se débrouiller dans le monde contemporain. C'est-à-dire la socialisation ne vient pas forcément de la famille, on la trouve dans l'environnement immédiat. Donc, il y a cette dialectique entre souffrance et performance qui n'est pas reliée seulement à l'environnement de travail, mais elle est reliée à la vie de tous les jours. Parce que s'il faut changer de normes tout le temps, s'il faut s'adapter tout le temps, il faut être performant pour se maintenir en quelque sorte à jour. Et tout ça, c'est souffrant. Quand vous laissez de côté des valeurs et des normes pour en adopter d'autres, il y a un coût psychologique qu'on doit payer pour ça. Ce n'est pas gratuit. On ne peut pas changer et ne pas en subir un contre-coup. Donc on est tout le temps en train d'avoir des contre-coups de ce type-là. Mais les psychiatres l'ont compris aussi de la même façon. Si vous regardez la définition du trouble mental du DSM, à partir du DSM-3 jusqu'au DSM-5, qui n'a pas beaucoup changé, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit ceci. Un trouble mental est conçu comme un syndrome psychologique cliniquement significatif associé à une détresse ou à un dysfonctionnement. C'est-à-dire, dans les champs de la santé mentale, soit on souffre, soit on dysfonctionne, soit les deux. Donc, c'est ces deux champs qui sont un pied, disons, foncièrement social. La souffrance et le dysfonctionnement, ce n'est pas la psychiatrie, ce n'est pas le cerveau qui va nous le dire, c'est la société qui va nous donner les seuils de la souffrance, qu'est-ce que c'est la bonne ou la mauvaise souffrance, et qu'est-ce que c'est les bons et les mauvais fonctionnements. Ça ne vient pas du cerveau, ça ne vient pas de la psyché, ça vient de la société. Et si vous voulez dire, comme l'association des psychiatres américains, un problème de santé mentale, c'est l'association d'un syndrome à une souffrance ou un dysfonctionnement, il y a toute une partie de la problématique de la santé mentale qui revient à la société et non à la psychiatrie. La souffrance, ce n'est pas quelque chose d'individuel, c'est quelque chose qui est en quelque sorte grammatical. La manière dont on souffre, c'est quelque chose qui est institué socialement. En Chine, on ne souffre pas de la même façon. En Nouvelle-Zélande, peut-être non plus. En Amérique latine, non plus. Parfois, quelqu'un décède et pendant que la personne est enterrée, on rit, on boit, on fête. Dans d'autres pays, on pleure. C'est-à-dire la manière dont on fait un deuil, par exemple, et que c'est une expérience que tout le monde a vécue d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas ancré dans le cerveau,
Donc, un psychiatre ne pourrait pas nous dire après 2 semaines ou après 2 mois, votre deuil, c'est assez, il faut passer à autre chose. Donc, ça vient d'ailleurs, ça vient de la société. Donc, aujourd'hui, avec la souffrance, il se passe quelque chose de très particulier. Aujourd'hui, tout le monde est obligé de souffrir, entre guillemets, ou si vous voulez, de faire preuve de souffrance. Aujourd'hui, l'enfant, l'adulte, la personne âgée, les jeunes, les militaires, les soldats, les populations civiles et l'armée, et les patrons et les cols bleus, tout le monde a le droit à sa souffrance. Et si vous ne souffrez pas, il y a aussi un problème, il y a peut-être des raisons d'intervenir. Il y a une trentaine d'années, si un ouvrier disait « je souffre psychiquement », on lui disait « vous êtes un paresseux, alors vous n'avez pas le droit à votre souffrance ». Aujourd'hui, la souffrance traverse toutes les classes sociales. La souffrance s'est démocratisée. Je parle de la souffrance psychique. Avant, il n'y avait que les cadres ou les cols blancs peut-être qui avaient droit à un burn-out. Aujourd'hui, tout le monde peut être déprimé. Ça, c'est quelque chose qui est relativement récent et qu'on voit très bien dans la littérature. Des gens qui se mettent à souffrir et qui ne pensaient pas qu'ils devraient souffrir. Il y a une phrase très vieille de Freud qui disait « Le barbare n'a pas de peine à bien se porter, la souffrance est le lot du civilisé ». C'est-à-dire, pour souffrir, il faut, en quelque sorte, être au moins traduit aujourd'hui, classe moyenne, petite bourgeoisie. Mais un ouvrier, est-ce qu'il souffre? Oui, maintenant, il souffre. Donc, il y a un champ qui s'ouvre de manière très, très importante à la santé mentale et à l'intervention qui, parfois, est seulement psychique. Pourquoi? D'un côté, toutes les classes sociales sont ouvertes à la souffrance, mais d'un autre côté, la psychiatrie et parfois la psychologie vont nous dire la souffrance, oui, mais on va l'accepter tant et aussi longtemps qu'elle soit définie en termes psychologiques. Si vous souffrez au travail et vous remettez en question vos conditions de travail, là, on parle d'autre chose. Là, votre souffrance devient moins légitime. La souffrance va être écoutée, entendue, prise en charge et traitée si elle demeure individuelle et, mieux encore, si elle demeure neuronale ou cérébrale. Donc, là, il y a les limites entre, si vous voulez, les disciplines psychologiques et les disciplines sociales. Mais aussi, il y a une deuxième injonction. D'une part, tout le monde doit souffrir, et tout le monde a le droit de souffrir, et tout le monde doit exprimer sa souffrance. Et si vous retenez votre souffrance à vous, il y a quelque chose qui est suspect aussi, parce que la personne qui ne montre pas sa souffrance peut exprimer sa détresse par un passage à l'acte. Donc, on encourage de plus en plus les personnes à faire preuve de souffrance. L'autre injonction, qui est plus connue peut-être, qui est aussi connue que l'autre, je dirais, c'est l'injonction de performance. On doit tous performer tout le temps. Les enfants à la crèche, au CPE, les hommes, les femmes, les adultes, les personnes âgées, ils doivent performer aussi dans sa autonomie, ils doivent devenir aussi autonomes que possible. Le mot dépendance est en quelque sorte un insulte. Quelqu'un qui est dépendant, c'est quelqu'un qu'il faut laisser de côté, c'est quelqu'un qui ne se prend pas en charge, c'est presque la contre-figure de l'individu. Et si on regarde par exemple quelle est la maladie ou le trouble de santé mentale le plus répandu dans les sociétés modernes, c'est la dépression. Et la dépression n'est pas ce qu'elle était il y a une trentaine ou une quarantaine d'années. La dépression moderne, en tout cas pour la sociologie, est définie surtout pour la panne de l'action. Les déprimés ne peuvent pas fonctionner. Et c'est ça qui cause problème à la société, notamment aux entreprises, les travailleurs qui ne fonctionnent pas, qui ne reviennent pas le lendemain. Et sa souffrance, c'est quelque chose qui est en quelque sorte mis de côté, mais le fait de ne pas fonctionner dans une société de performance, c'est dramatique. Et quand vous regardez un petit peu ce qui racontent les personnes déprimées, et quand vous faites des échantillons très larges, il y a beaucoup de recherches canadiennes et québécoises sur la question, de quoi se plaignent-ils? Du travail, c'est-à-dire des espaces où on doit faire preuve de performance. La dépression est très reliée à des problèmes et à cette exigence-là de performance. Le déprimé, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est triste, c'est quelqu'un qui est bloqué de manière forte dans l'action. Et le déprimé peut dire, en quelque sorte, peut exprimer sa souffrance par rapport au travail. Il y a trop de travail, pas assez de travail pas valorisant, ou la limite extrême n'est pas avoir de travail, c'est-à-dire la mort sociale dans les sociétés de performance. On a beau à dire ça dans tous les récits des personnes déprimées, la réponse massive, c'est un médicament. Et un médicament n'agit pas sur les relations sociales, agit sur le corps. Je ne dis pas que les médicaments sont mauvais, mais la dépression, c'est une épreuve sociétale bien plus complexe et bien plus large qu'on puisse la réduire à l'action d'un médicament ou d'une molécule chimique sur les cerveaux. Et il y a, dans ce que je viens de dire, avant de passer la parole à mes amis encore une fois, il y a deux choses que je voudrais souligner qui sont encore une fois des choses qui sont relativement récentes. Et
quand la société, les normes sociales varient de manière importante au cours d'une vie, même au cours d'une génération, les individus doivent s'adapter constamment et ce qu'on a appris dans la famille n'est pas utile peut-être pour le monde adulte et même pour l'adolescence. Il faut faire appel de manière structurelle et institutionnelle aux thérapies des psychothérapies ou des interventions de type psychologique. C'est-à-dire, avant, on faisait appel à une thérapie psychothérapeutique, psychiatrique ou médicale quand quelque chose n'allait pas bien. Mais aujourd'hui, la psychologie et parfois la psychiatrie est en train de nous dire aussi la manière d'aller bien. C'est-à-dire, la psychiatrie et la psychologie aujourd'hui nous donnent les portraits de l'individu en santé et pas seulement de ce qui ne va pas. Aujourd'hui, les techniques psychothérapeutiques sont partout, et notamment dans deux endroits qui sont névralgiques pour le fonctionnement social, au niveau du travail et au niveau de l'école. Ce sont plus aujourd'hui les psychologues ou les psychiatres que les sociologues qui nous disent que c'est la norme. Qu'est-ce que c'est la bonne norme par rapport à la mauvaise norme? Ce sont de moins en moins les sociologues ou les anthropologues et de plus en plus ceux qui sont un peu dans la première ligne d'une manière ou d'une autre, au niveau de l'école et au niveau du travail, qui nous disent voilà ce que c'est la santé mentale. Merci Marcelo. C'est malheureux, c'est tranchant de réalité, ton regard un peu pessimiste là, sur cette notion-là. Sauf pessimiste, je dois admettre que quand tu dis que c'est au psychologue de décider, je trouve que c'est quand même optimiste. C'est un bon côté, là. Mais à part ça, ce que j'aimerais dire, c'est si on parle, en fait, de donner le ton performance et souffrance, avec un titre comme ça, c'est dur d'être optimiste. Alors, si on regarde les statistiques, le National Sleep Foundation nous dit que depuis 20 ans, on aurait diminué d'1 heure notre durée de sommeil par jour, ce qui est quand même majeur. Et pour performer, on est prêt à beaucoup de sacrifices. Et c'est comme si la stigmatisation se fait autour de notre capacité à performer. Et si tantôt on parlait de la diversité des problématiques, puis on parlait d'une volonté de parler de rétablissement puis de santé mentale, je pense que quelqu'un aujourd'hui qui souffre de burn-out puis qui essaie de réintégrer son milieu de travail, il est carrément stigmatisé à l'intérieur de ce milieu-là. Et on a fait, autant on a gagné sur certains plans, autant sur ces plans-là, de manière pas toujours très subtile, on se rend compte qu'il y a beaucoup de travail à faire au niveau de la stigmatisation. En fait, c'est comme si on était jugé uniquement sur notre capacité à performer, à contribuer à l'avancement, comme si on vivait dans des conditions précaires et qu'on était en danger comme individu, malgré tout le soutien social puis les mécanismes qui existent pour nous soutenir, comme si on était toujours dans des conditions de survie et qu'on devait performer à tout prix pour maintenir le groupe en fonction. Si on examine une leçon très forte qu'on peut tirer de l'enseignement des perruches, c'est que cet oiseau qui n'a pas l'air très... En fait, je suis psychologue, alors j'ai appris beaucoup plus sur les pigeons que sur les perruches, grâce à Skinner. Mais si on regarde les perruches, c'est un oiseau qui a la particularité de vivre en groupe, en grand groupe. Et j'ai appris, grâce à ma grande érudition, que la perruche, quand elle est blessée, ou quand qu'elle a un signe, quand elle ne fonctionne pas très bien, les autres perruches vont l'achever parce qu'elle devient un obstacle au groupe dans les déplacements, dans la survie du groupe. Alors, c'est un peu l'anti-solidarité. C'est un peu comme si la perruche ne peut pas performer. On a tendance à la mettre en fait, même plus la mettre de côté, à tout simplement l'éliminer du groupe. Et tantôt, quand tu parlais, je voyais très bien cette espèce d'analogie où, pour la survie du groupe, on a l'impression qu'il faut mettre les gens de côté parce qu'on est dans la mondialisation, la compétition et la performance. Et si quelqu'un ne réussit pas, comme tu disais, la méta-valeur du travail, s'il ne performe pas spécialement au niveau du travail, ça devient une sorte de poids qu'on n'a pas le goût de traîner. Et tout ça, ça me dit, dans un colloque où on parle de solidarité, qu'on est vraiment dans l'anti-solidarité, et je conclurai en disant, nous ne sommes pas des perruches. Il faut que j'aie un punch parce que mon collègue, lui, va tout ramasser. Non. Alors, sois assuré, Michel, que tous les ornithologues de Verdun t'envoient leur gratitude.
J'en suis convaincu. Ben moi, je ne parlerai pas de perruche, je n'étais pas dans la même cage. Par contre, j'ai retenu des choses intéressantes. C'est peut-être la tournure de phrase, des fois, qui accroche quelque chose qui s'est perdu à la traduction, semble-t-il. Tu nous disais, tout le monde est obligé de souffrir. Enfin, ça veut dire on a enfin le droit de souffrir. On s'est nié comme individu. Le genre masculin s'est nié le droit de souffrir pendant 2000 ans, et même plus. On a enfin le droit de souffrir. J'ai entendu, moi aussi, justement, que la souffrance, c'est défini par la société. C'est une reconnaissance qu'on s'est donnée les uns les autres. Et tu nous parlais de perruche, mais vous parlez de rat. Vous parlez de rat. Hans Sellier. Ce que les gens se rappellent de lui, c'est un chercheur montréalais qui a commencé ses premières études en sciences politiques, ce qui l'a amené à travailler sur les rats. Et c'est un homme heureux. Non, mais c'est vrai. Il a fait ses recherches sur les rats. Et des rats, il est passé au stress. Je ne sais pas si c'est une ligne droite, dans sa carrière, dans son cheminement de carrière, mais s'il y a une chose qu'il nous a appris, le monsieur, c'est que les rats les plus stressés, ce sont les rats qui cherchent à dominer et qui dominent pendant un certain temps. C'est les dominants qui ont des séquelles du stress au cerveau. Les dominés, je ne dis pas que ça coule douce, là, mais les dominés, eux, ils ont moins de séquelles au cerveau que les dominants. J'ai toujours trouvé ça absolument fascinant. Tu ne regardes plus un chef de la même façon. Et je n'ai pas dit que j'avais le goût de leur ouvrir la boîte crânienne. J'ai dit, c'est pas le même regard, c'est pas la même chose. Là, bon. Mais Hans Sellier, justement, il est mort heureux parce qu'il a passé une carrière à ouvrir des boîtes crâniennes de rats. Je vous souhaite le même bonheur. Bon. Mais ce que j'ai entendu et que j'ai trouvé fort intéressant, c'est quand tu nous parlais, là, performance, travailler, puis on dormait moins. Évidemment, mon grand-père était bûcheron. Ça, il prenait au moins 12 heures de sommeil. On a des jobs beaucoup plus intéressants. On a moins besoin de dormir si on regarde ça comme ça. Qui ici est allé à la rivière pour laver son linge dernièrement? En le frottant? On a tous des machines qui font ça, qui nous ont libérés. On fait des choses beaucoup plus intéressantes, OK? Et c'est pas tant un impératif de travailler, que d'avoir du plaisir de faire quelque chose qui nous passionne, qui sont plus variées, qui sont plus intéressantes qu'avant. Alors, je te remercie de nous avoir ouvert les yeux là-dessus. Je trouvais ça fantastique. Et il faut voter. Oui, il faut voter. Ben oui, il faut voter maintenant. Bon, alors, sortez vos cartons roses ouverts. Il a bien dit, sortez vos cartons roses. Bon, je vous dis ça comme ça. Bon. OK. Alors, si on examine rapidement... Ah, merci d'avoir éteint cette machine. Merci. Oh, il y a du monde ici? Ben oui, je pensais qu'on était 7, 8, moi. OK. Hey, c'est difficile. Marcelo, est-ce que tu peux nous éclairer? T'es comme un... je dirais 65 roses, presque 70 et 30% noirs. Ah, ben oui, vous avez tout compris. On est rose? Ah, OK. C'était clair. Tu vois, quand tu dis les choses clairement, les gens comprennent. Mais c'est toujours la même personne. OK. Ben Marcelo, tu poursuis sur ton dernier thème. D'accord. OK. Et ton dernier thème, c'est santé mentale et technologie dont monsieur va nous parler. On va essayer de boucler un petit peu cette partie de santé et société, santé mentale et société, par la question de la technologie. Quand un sociologue ou un anthropologue parle de sociologie, en général, il le fait de manière négative. En sociologie, on a appris à considérer les technologies comme les démons, comme quelque chose qui est toujours une source d'aliénation. Il y a un grand sociologue, Herbert Marcuse, qui avait justement parlé des sociétés industrielles avancées, où il disait que la raison technique, c'est la principale source d'aliénation des sociétés capitalistes occidentales. Donc, la technologie est quelque chose de négatif, de mauvais. Et il est mort en 70. Alors imaginez-vous ce qu'il aurait écrit s'il serait vivant aujourd'hui. Mais ce qui est curieux, que d'autres, je dirais, pas forcément des sociologues, mais des dirigeants politiques, Deng Xiaoping, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est le numéro 2 de Mao, c'est celui qui va, en quelque sorte, prendre le leadership pour transformer la Chine d'une société communiste en société communiste et capitaliste. Donc, c'est lui qui va dire, au début des années 80, une phrase qu'il avait déjà dit dans un autre sens plus tard. Il disait... Peu importe qu'un chat soit blanc ou noir, s'il attrape des souris. Alors, il disait, les technologies ne sont ni bonnes ni mauvaises, les technologies sont utiles, il faut s'en servir pour le but qu'on sera donné.
C'est la société qui va se donner les buts et les technologies vont nous aider. Donc il était d'accord avec son maître à penser, Karl Marx, c'est les grands philosophes allemands, qui disaient justement, il faut faire attention, le capitalisme n'est pas le produit de la machine à vapeur. Le capitalisme, la machine à vapeur, a été sollicité par des rapports sociaux qui ont demandé ce type de technologie-là. C'est-à-dire, il parlait de fétichisme pour dire, attention, ce n'est pas la machine qui est coupable, ce sont les relations sociales qui sont derrière ça. Quand les ouvriers, par exemple, au XIXe siècle, brisaient des machines parce qu'ils pensaient qu'il enlevait les emplois, Marx disait, vous vous attaquez à la mauvaise cible. Les machines ne sont pas responsables. Donc ça nous amène à faire une distinction qui est faite de manière assez, je vais le faire de manière un peu grossière, entre technique et technologie. La technique, c'est l'ordinateur, c'est le réseau, c'est les routeurs, c'est tout l'appareillage et les objets qui nous permettent d'entrer dans la grande technologie de l'information. La technologie de l'information, ce sont les gestes qui sont posés et l'ensemble des relations qui se sont données comme besoin particulier à avoir ce type d'outils. Donc, il y a, pour donner un exemple plus clair, il y a un autre grand intellectuel, Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, qui disait dans un de ses travaux, Les malaises dans la culture, que les bateaux, la technologie des bateaux transatlantiques, c'était un progrès, mais en même temps une souffrance. Les gens qui partaient de l'Europe vers l'Amérique, en quelque sorte, ils allaient prendre plusieurs mois parfois, et allaient ne plus voir leurs parents, les amis, peut-être pendant des mois. Donc il y avait un progrès d'un côté et d'un autre côté une source de souffrance. Mais en même temps, disait Freud, il y a d'autres types de technologies qui viennent combler ce type de souffrance-là, les télégraphes, les téléphones, d'autres types de communication qui mettent en contact des gens qui sont éloignés. Une fois que ces deux technologies, les technologies du transport maritime et les technologies de communication, et là je ne parle pas du téléphone ou du bateau, je ne parle pas de technique mais de technologies, une fois que ces technologies-là sont répandues, là il y a d'autres types de rapports qui apparaissent. Et dire que ces rapports sont virtuels ou à la distance, ça ne change pas grand-chose, c'est des rapports pareils. Et une fois que ces rapports-là sont généralisés, le problème n'est plus être ou pas dans ces rapports-là, le problème c'est de ne pas avoir la technique pour, en quelque sorte, se servir de ces rapports-là. Autrement dit, si vous n'avez pas de téléphone ou vous ne pouvez pas vous payer un billet dans un bateau transatlantique, c'est là où il y a les problèmes. C'est-à-dire que les problèmes se transfèrent de l'objet à la capacité ou non de l'acheter ou de l'avoir. Donc la technologie, une fois qu'elle est installée, ça nous pose des problèmes qui sont différents par rapport au type de rapports qui sont établis. Une fois que les rapports sont établis, et ça c'était tout au long de l'histoire de la technologie, on vit avec et on utilise, comme disait Deng Xiaoping, à notre façon. C'est pour cette raison que les technologies sont utilisées de manière intensive dans la Silicon Valley, par exemple, dans une société très moderne, et c'est pour ça que aussi l'État islamique aujourd'hui utilise très bien la technologie aussi. Deux sociétés dont les configurations sociétales sont on ne peut plus opposées à tout point de vue, peuvent utiliser Internet ou les techniques de l'information pour faire passer des messages. Donc il n'y a pas une surdétermination forte des technologies sur les types de sociétés qui va les utiliser. Mais si on revient un petit peu à la santé mentale, quelles sont les deux grandes technologies de la santé mentale? À mon avis, il y en a deux. La première, le diagnostic, et la deuxième, les médicaments. C'est-à-dire, et là aussi, il faut différencier entre la technique et la technologie. Le diagnostic, en tant que technique, c'est un ensemble de critères ou de questions qui sont formalisés dans un questionnaire ou dans un devis particulier, dans un protocole particulier qui est utilisé par les cliniciens pour évaluer ou diagnostiquer. Mais le fait que les sociétés aujourd'hui se sont en quelque sorte donné les diagnostics comme un élément de faire un partage entre les normales et les pathologiques et qui ouvre des portes à l'aide ou à la stigmatisation et qui ferme d'autres portes, ce type de technologie-là, ça dépasse les diagnostics en tant que tel. Donc, on peut détester les DCM, mais ce n'est pas la faute du DCM, c'est que le DCM écrit en quelque sorte. Les diagnostics, ce n'est pas quelque chose qu'on doit considérer comme un fétiche, comme disait Marx, mais il faut essayer de voir les relations qui sont derrière les diagnostics. La même chose arrive avec les médicaments. Les médicaments, c'est une molécule particulière, une molécule chimique, ce n'est pas des médicaments psychotropes, que tout dépendant du contexte peut être un médicament thérapeutique ou être une drogue. Si vous prenez le cannabis aujourd'hui, on est en train de voir comment lui donner le statut fort de thérapeutique. Donc, la même technique
Je parle d'une molécule de cannabis utilisée quand elle est prescrite par un médecin, c'est une thérapeutique, mais si vous le prenez dans une logique de plaisir, c'est-à-dire avec une technologie plaisante, elle devient un élément de jouissance ou même une drogue. Donc il n'y a pas forcément de correspondance univoque qui est donnée par les types de techniques en tant que telles. Les techniques, comme le disait Deng Xiaoping, c'est des objets qu'on peut les utiliser pour plusieurs choses qui sont très différentes. Et si on regarde un petit peu, encore une fois, le diagnostic et la molécule, on voit que ce sont deux objets qui sont utilisés concrètement, empiriquement, à des fins qui sont tout à fait, parfois paradoxaux. Si on prend les médicaments, on voit que les gens utilisent les médicaments, quand on regarde les usages concrets des médicaments dans nos vies particulières, pas seulement comme thérapeutiques, mais comme quelque chose d'autre aussi. C'est comme ça qu'il y a énormément de travaux écrits sur les usages cosmétiques des médicaments, sur les usages de confort des médicaments et sur l'usage des performances. Tous les domaines des smart drugs, par exemple, ce sont des drogues ou des médicaments qui sont utilisés pour augmenter la performance. Même de manière un peu domestique, si je prends par exemple les Concerta de ma fille, je multiplie la dose par 10 par exemple, ça va me permettre de faire au lieu d'une conférence 4 ou 5, ne pas me coucher la nuit et de manger un peu moins. Donc j'utilise les mêmes médicaments qui peuvent être utiles pour un problème de déficit, peut-être chez un enfant, mais chez un adulte, les mêmes médicaments, je peux l'utiliser comme un médicament de performance. Et parfois, nous, on voit voir un médicament clinicien, on lui dit notre problème, et le médecin va nous dire, écoute, je pense que ce type de molécule va t'aider à aller mieux dans le travail, à être plus attentif, plus concentré. Donc les médicaments, encore une fois, ce sont des techniques qui s'insèrent dans des technologies qui les dépassent de tous les côtés. Mais si on regarde les diagnostics aussi, on a des cas qui sont absolument fascinants. Je regarde par exemple le diagnostic d'autisme, aujourd'hui on appelle le spectre de l'autisme dans le DSM-5, et quand vous regardez sur Internet, vous pourrez voir qu'il y a des groupes virtuels au départ des autistes de haut niveau qui vont se regrouper et qui vont discuter sur la pertinence de la catégorie d'autisme, c'est-à-dire est-ce que l'autisme c'est vraiment un problème de santé mentale, est-ce que c'est un déficit ou c'est quelque chose d'autre. Et eux, il y a plusieurs groupes virtuels qui discutent sur la question, vont nous dire, ils vont redéfinir à la fois la normalité et la pathologie en disant, vous les normaux, vous êtes des neurotypiques et nous on est des hétérotypiques. Donc il n'y a pas une seule façon de nous voir. Nous, on peut se voir en termes non déficitaires, mais en termes de différence. Et nous, on peut vous voir, vous, en termes de conformisme et pas en termes thérapeutiques. Donc il y a une redéfinition qui est faite par un groupe particulier en s'appuyant sur les diagnostics qui a permis à un certain nombre d'autistes de haut niveau de se mettre ensemble. Ils se sont regroupés par une technologie particulière, Internet, et ces gens-là, en quelque sorte, travaillent sur une sorte de contre-stigmatisation de leurs problèmes. Il y a aussi les phobiques sociaux, qui en ont marre de se faire dire phobiques sociaux et qui sont introvertis. Alors aussi, ils se regroupent, ils disent, il n'y a pas une seule façon d'établir des dynamiques relationnelles avec les autres. Nous, on ne veut pas sourire tout le temps, faire des blagues ou lever la main dans un cours et parler et participer tout le temps. Nous, on est timide, on est introverti et on est très bien comme ça. Donc, quand on regarde un peu ce qui se passe dans ce type de groupe-là, ça nous renvoie à quelques anthropologues de base. Encore une fois, j'ai cité Margaret Mead et Ruth Benedict. Ruth Benedict disait, dans un bouquin qui s'appelle Échantillons de civilisation en français, que dans la culture humaine, on va investir dans l'arc des possibilités énormes de comportement un certain nombre de régions particulières. Et parfois, selon le temps, on va désinvestir certains segments et investir d'autres. Les autistes de haut niveau ou les introvertis vont dire il y a un segment de comportement qui a été pathologisé, on veut l'investir autrement et on va essayer de travailler là-dessus. Et peut-être que, comme c'est arrivé avec l'homosexualité dans les années 70, qu'à un moment donné, la phobie sociale va complètement, ou l'anxiété sociale va sortir complètement des manuels de psychiatrie, et on va dire il y a plusieurs manières de se comporter et il devrait faire une place à un nouveau segment dans l'arc des humains possible. Et pour boucler un tout petit peu cette partie, je voulais dire qu'il y a comme deux manières de voir notre rapport aux technologies qui sont, à mon avis, tout à fait exagérées. D'abord, les technologies nous permettent une sorte de connectivité totale. Si on est connecté, on est
en lien avec le monde de manière directe, et on attribue ça à la possibilité d'avoir ou pas accès à cette technologie-là. Et d'un autre côté, la lecture tout à fait opposée, c'est la légende noire, c'est-à-dire l'isolement total, celui qui est tout à fait branché, technifié et complètement en dehors de la société. Et en général, la plupart des cas ne sont ni d'un côté ni de l'autre. Mais comme la sociologie de la pauvreté et de l'exclusion nous l'a appris très souvent, c'est pire d'être exclu que d'être en bas. C'est-à-dire ne pas avoir accès aux technologies, c'est bien pire que mal les utiliser. Donc, merci. J'arrive lentement parce que ça m'a totalement déprimé. Alors, je serai bref. C'était extraordinaire d'entendre les paradoxes que tu nous as sortis, notamment tous les moyens de communication, mais si peu de contact. Hein? Comment communiquer avec l'autre maintenant, c'est une façon de le tenir à distance et de ne pas se toucher là-dessus, de ne pas se toucher, se laisser toucher parce que vit l'autre et tout ça. J'ai trouvé ça particulièrement intéressant de voir que, bon, on a accès à tout, partout, ou à toute heure, mais en restant chez soi, sans voir personne, alors que le fou, le normal, la folie n'existe que dans une société donnée, tu nous disais, comme le normal aussi, mais on s'en tient loin. C'est quand même assez particulier. On vit dans le monde moderne, hein, et en santé mentale, savez-vous que si on fait une bonne recherche sur Internet, qu'on prend le temps le soir, le lendemain, on arrive chez notre généraliste et on en sait probablement plus que lui sur notre trouble, sur notre problème. C'est quand même quelque chose de particulier, ça. Et je ne suis pas sûr à quel point c'est bon qu'on soit capable de s'auto-diagnostiquer comme ça. Parce que ça a donné quand même quelque chose aussi que l'on voit de plus en plus. Non seulement je peux m'auto-diagnostiquer, ça m'aide à m'auto-stigmatiser probablement, mais tant que ça reste chez nous, c'est pas si pire, hein, bon. Mais on va s'auto-thérapiser. Est-ce que ce mot existe? Enfin bref, on va s'auto-donner une thérapie, puis il y en a qui sont disponibles en DVD. Moi, j'ai pensé, quand j'étais jeune, puis même encore, on voyait à la télé le matin une madame en léotard qui fait des exercices et tout ça, tu sais, bon, que pourquoi qu'elle ne va pas marcher dehors? Tu sais, bon, des choses comme ça. L'autothérapie, je ne suis pas sûr que ça va l'amener bien loin. Elle reste dans son salon, mais elle a des cuisses de rêve quand même. Bon, tu sais, et c'est ça, à un moment donné, je me dis, gars, toutes les technologies, lâchons les études, puis branchons-nous sur haute vitesse, tu sais, tant qu'à y être. On va en sauver du temps. Ça va coûter moins cher comme système d'éducation, tant qu'à y être, tu sais. Mais je vais terminer là-dessus parce que je vous ai promis d'être bref, mais n'empêche que je ne terminerai pas là-dessus finalement. J'ai retrouvé ce que j'étais. Tu sais, c'était fort intéressant de voir qu'il y a tant de descriptions cliniques hein, de nos diagnostics, de ce que l'on vit. On leur donne donc, il y a tant de descriptions cliniques qui ne veulent absolument rien dire, en dehors de personnes qui les ont écrites et qui se les lisent entre eux autres. Alors, toute cette information et si peu de signification. Tu sais, hein, je suis content de ne pas être un arbre. On me scierait pour m'imprimer dessus. Tu sais, c'est quand même, tu sais, c'est terrible. Je pense aussi comment que les significations ne traversent pas les frontières difficilement le temps. Imaginez les frontières. Hein? Un cancer, c'est un cancer partout. Ici, en Chine, chez ton monsieur, là, que le rat était blanc. Non, c'est le chat qui était de toutes sortes de couleurs. Puis sa chatte d'Espagne attrapait des rats, c'est merveilleux. Bon, un cancer, c'est un cancer. Ici, en Chine, au Japon. Sauf que la dépression, hein, il a fallu le donner, ce mot-là, aux Japonais, leur inventer. Ils ne l'avaient pas. Ils doivent nous aimer, les Japonais. Et moi, je dirais pas, tu sais, bon. Et je terminerai là, c'est vrai, cette fois, je terminerai là-dessus, sur un paradoxe, et ça, c'est vrai, hein, c'est pas une blague, c'est pas une tentative de quoi que ce soit. Tu sais, c'est de voir qu'on est dans un monde de connexion rapide, un monde de communication absolue, totale avec tout le monde, tout le temps. On prend le téléphone, OK, pour appeler à quelque part. On ne parlera pas à quelqu'un, on va parler à un répondeur, en espérant que ce répondeur-là, un jour, nous réponde. Et savez-vous qu'une fois par semaine, je fais ça, pour quelqu'un, et savez-vous où je fais ça? Au guichet d'accès en santé mentale de mon CSSS.
guichet d'accès en santé mentale, on laisse un message sur un répondeur. Et peut-être qu'ils vont nous répondre. Alors, c'est ça, la technologie. Là, je suis totalement déprimé, c'est ce que je vous disais. Peut-être que je vais t'aider à reprendre là-dessus. Fais quelque chose, Michel, fais quelque chose. Écoute, merci, Marcelo, de parler des techniques, des technologies. Dans le fond, c'est la façon dont on utilise les techniques. Ce que je retiens, c'est grâce aux technologies, aux techniques de communication, disons, on est plusieurs ici qui avons réussi à communiquer entre nous avant même la tenue du colloque. La plupart des projets qu'on fait, toi-même dans la Ruki, vous communiquez sûrement davantage par le net que de vive voix. Mais on a quelque chose à dire. Excusez. Il fallait que je le dise. Bon. Oui. Oui, je sais que tu en as beaucoup à dire. Mais alors, le partage des connaissances, je dirais, la façon d'entrer en communication passe beaucoup par ces nouvelles technologies, ces nouvelles techniques. Ça, c'est un grand gain. Les médias sociaux, même si on peut critiquer beaucoup d'aspects, je regarde, moi qui travaille sur les troubles anxieux, je fais le tour de certains groupes qu'on avait montés, et comme on amène les gens à s'exposer à des situations qui sont anxiogènes, beaucoup puis comme les gens aussi essaient de diminuer l'anxiété que je provoque quand je vais assister au premier groupe, ils se mettent en Facebook, ils se mettent en réseau et se soutiennent entre eux, et sans qu'on soit dans le réseau, ils soutiennent entre eux pour traverser. Et même, ils s'entraident à travers cette plateforme-là pour s'accompagner, pour se soutenir. Et ça, c'est quelque chose que moi, je n'avais pas soupçonné. En travaillant sur les troubles anxieux, c'est Phobie Zéro qui m'avait dit « il faut que tu passes par l'Internet pour rejoindre les gens, ceux qui ont des problèmes d'anxiété sociale, ceux qui ont des problèmes tellement aigus et qui ne peuvent pas être rejoints autrement vont l'être par l'Internet. » Et on a rejoint tout à coup 714 personnes qu'on n'avait jamais vues nulle part. Et ça, donc, ces nouvelles technologies-là, si elles ont des problèmes, si elles isolent dans certains cas, dans beaucoup de cas, quand on sait les utiliser, elles permettent d'entrer en contact avec beaucoup de gens et d'intervenir. Et elles multiplient notre pouvoir d'intervention au niveau du traitement et même au-delà pour se partager nos expertises. Alors, on peut continuer là-dessus, les technologies, l'imagerie cérébrale et tout ça maintenant qu'on utilise, qui nous permet des diagnostics plus pointus. On est au début, on ne sait pas encore, je pense qu'on est encore un peu épaté, un peu comme au début de la radiographie, on en passait partout, pour tout, pour rien. On ne savait pas trop qu'est-ce que ça signifiait, mais aujourd'hui, je crois qu'on est en train d'apprivoiser ces nouvelles technologies-là. Et d'après moi, il faut avoir un regard assez optimiste vers le futur. Et un peu même sur la médication. Actuellement, au Canada, on est à 17 % des gens qui prennent au moins un médicament psychotrope, au moins un. Une étude récente que je viens de publier, on est à 3,4 % qui prennent 3 médicaments psychotropes ou plus. Et ça comprend antidépresseurs, somnifères, anxiolytiques, tout ce qu'on peut penser comme médicaments psychotropes. C'est majeur. Et si on faisait les diagnostics à rebours, on peut dire que si ces gens-là ont eu un diagnostic, on en a pratiquement 1 sur 5 qui en aurait eu un actuellement. Alors, je sais que tu vas dire, j'alimente ton argumentaire. Oui, lâche pas. Mais c'est aussi, on a les outils, on a une technique, et tout dépend comment on l'utilise, dans quel contexte. Alors, pour moi, quand même, avec les outils qu'on a maintenant, il me semble qu'on est en train de les apprivoiser, puis que dans l'avenir, ça va nous permettre d'être encore plus solidaire avec les autres. Alors moi, je vote pour le rose, qui est le côté optimiste sur sur les technologies. Et vous, Mme Vessieux, bien, vous prenez l'un ou l'autre. C'est le dernier vote, on va terminer aussi après. Est-ce que... Marcelo, il me semble que ça a l'air pas mal rose, hein? Oui. Bon. 85-90 ça a l'air rose, hein? Même plus. Oui, tout à fait. OK, c'est bon. Alors, on a voté rose pour les 3 fois. Et merci tout le monde, on a voté rose. Je pense qu'il faut qu'on essaie de conclure quelque chose là-dessus. Oui. Merci. On va essayer. Okay. Ben, écoute, moi, je conclurais facilement. Marcelo, un grand merci pour ta contribution. Je pense que tu as, de manière très articulée, merci beaucoup. Très articulé. Merci pour ta contribution et ta souplesse à un tel format, c'est pas évident. Ouais. Et je pense que ça a l'air de rien, mais il a rehaussé un petit peu le contenu de nos interventions.
Il est vraiment sympathique aussi. Hein? Tout à fait. Très bon. Oui, Ah oui, oui, oui. Puis, même si je n'ai pas suivi tout ce qu'on y avait écrit. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? C'est que pour les 3 votes, on a eu une majorité de roses. Donc, les gens souhaitent avoir une vision optimiste avant de quitter le colloque. Mais peut-être tu vas dire, oui, mais il y avait quand même pas mal de noirs qui ressortaient. Quand même, c'est plus nuancé que ça. Hein? On n'est pas monolithique à la QRP. On pensait que vous alliez mieux comprendre là, quand on était plus... bon. Mais n'empêche, vous avez fait preuve de jugement. Et ça, c'est plein d'espoir pour moi, ça. Hein? Vous ne prenez pas tout ce que les gens de Douglas vous disent tel quel. Vous continuez de réfléchir et tout ça. Et c'est ça qu'il faut faire, je pense. Hein? Continuer d'être nuancé comme ça. Oui, bien, moi, j'étais solidaire avec toi jusqu'ici. Oui, mais on va essayer de rétablir une nouvelle solidarité avant de conclure. Oui, et ça, c'est quelque chose que j'ai retenu depuis 2 jours, 3 jours que l'on est ensemble, et même là, hein, c'est quelque chose qu'on ne fait pas que lire, vivre de nouvelles solidarités. On l'a exprimé et effectivement, on arrive à les vivre. Il y a plus d'un pays qui est ici représenté. Il y a plus d'un champ de pratique qui est ici représenté. Et tous ces gens-là, ensemble, ont travaillé et ont participé. OK? On est dans un temps qu'on nous parle, un mot que j'ai entendu de temps en temps. Nous, on a parlé beaucoup de solidarité, de toutes sortes de manières. On a entendu des gens dans différents ateliers, symposiums, parler aussi d'un ennemi commun qu'on appelle l'austérité. OK? Duquel on pensait peut-être être à l'abri ici, jusque dans les derniers mois. Et c'est magnifique de voir que les gens ont parlé de solidarité là-dedans. OK? Parce que face à l'austérité, le mot acquis, ça semble devenir nos acquis semblent être devenus synonymes. Le mot acquis est synonyme de quelque chose d'éphémère, de fragile. Mais pourtant, on a entendu parler justement de solidarité. On a entendu parler de choses qu'on pouvait faire ensemble. Et qui sait, là, on est dans un hôtel. Peut-être qu'un jour, bientôt, notre solidarité, on va la vivre dans la rue. Et la rue, c'est peut-être là où on est tous égaux. La rue, c'est là où c'est la pleine citoyenneté, parce qu'il n'y a pas de distinction. On va tous dans un but commun. La rue, c'est aussi une artère. C'est là qu'on peut entendre battre le cœur d'une société. Une société qui ne veut pas se laisser écraser, qui ne veut pas reculer, hein, et qui veut avancer ensemble. Et ça, c'est des choses que j'ai entendues pendant les 2-3 derniers jours. Et le vote majoritaire que vous avez fait 3 fois nous montre que peut-être, oui, face à l'austérité, face à tout ce qui nous menace, il y a possibilité de vivre de nouvelles solidarités. Merci, merci. Ah, c'est beau, c'est beau. Merci. Ouais, c'est bon, c'est pas Merci. Je te laisse continuer et conclure. Merci beaucoup, Jean-Nicolas. Alors, c'est un plaisir pour moi de procéder à l'animation avec Jean-Nicolas, mais avant qu'on clôture la session, et là, il faut que je fasse attention, je ne suis pas très bon dans les ouvertures et j'essaie de ne pas perdre mon statut dans les clôtures. Alors, j'aimerais inviter, en fait, notre président et notre directrice de la QRP à venir donner le mot de la fin pour clôturer le colloque. Et j'aimerais aussi vous remercier pour le grand plaisir que j'ai pu avoir à vous rencontrer un peu partout et aussi à venir m'amuser ici devant vous et puis en coulisses aussi. Au plaisir. Tu vois-tu bien, là? Alors, on va y aller assez brièvement. 2 petites choses. Les remerciements d'usage, ça va de soi. Alors, on dit qu'on nous entend mal. OK. Et là, Claude, tu vois le PowerPoint, c'était grand. OK? Alors, je te laisse cette première partie. Il faudrait qu'il roule, là. Donc, il faudrait que le PowerPoint roule, là. Estelle me dit qu'on a un petit jouet comme ça, non? Excusez-nous. Voilà. Donc, il nous manquait une bebelle. Hein? Technologie, c'est ça. Voici la technologie à l'œuvre. Donc, merci au comité scientifique. Daniel Tulipe, président du comité scientifique. Herman Alexandre, malheureusement, qui nous a quittés. Sophie Bélanger, la direction de la santé mentale. Rosalie Bérubé-Lancette, travailleuse de la QRP. Moi-même, Michel Clément, de la RUC, entre autres, Erasme. Vous voyez la longue liste de ses affectations, de ses implications.
Martin Dionne, Direction des Affaires autochtones, Région nordique, Diane Harvey, que tout le monde connaît. Jeannie Houle, département de psycho, Université du Québec à Montréal. Et le bien connu Jean-Nicolas Ouellet. Michel Perrault, qui a aussi contribué ardemment au comité scientifique. Cathy Roche, Trois-Rivières, CSS, de l'énergie. Lourdes Rodriguez del Barrio, notre contact entre le Québec et l'Argentine, chercheur à l'Université de Montréal. Esther Sanson, bien sûr. Pardon? Le Brésil, pas l'Argentine. Défaut de technologie. Michel Simard, Chandelard, à Trois-Rivières. Pierre-Luc Saint-Hilaire, Daruc. Diane Vinet, Association canadienne de la santé mentale. Merci à nos partenaires du volet international, la RUC, santé mentale, Henter, Mental Health, le comité d'animation maintenant. À peu près le même monde, il se rajoute Richard Langlois, Luc Legris, Julie Nicolas Duracard, Karina Cesse, Benoît Saint-Pierre et Diane Vinet. Les partenaires de la cellule presse, Foliculture, Le Mûrier, qui ont contribué aux vidéos, l'équipe des journalistes, la couverture du colloque des médias sociaux, Aurélie Boursoulou, j'ai sauté, Véronique Malenfant, Julie Nicolas, Claude Saint-Georges, et l'équipe du 17e colloque, nos pivots, des gens pour qui, sans eux, ça ne fonctionnerait pas. Donc, Esther Sanson, qui, depuis, je pense, c'est le 4e colloque qu'elle organise. Bravo, Esther, c'est superbe. Je pense que tout le monde apprécie. Rosalie qui est toujours en train de courir un peu partout. Bravo, Rosalie. Diane Paradis Constance est ici à la QRP depuis 20 ans. On a célébré cette semaine. Manon Vaillancourt, Marie-Ève Côté, Elisabeth Pelletier, Alexandre Boucher et Diane Harvey, bien sûr. L'ensemble de l'équipe de la QRP. Donc, bravo tout le monde. J'aimerais appeler Esther sur la scène et Rosalie et Bébé Shields de monter également pour être avec moi pour le petit mot de la fin. Je ne sais pas si Rosalie est dans la salle. OK. Sinon, on lui racontera. Alors, je veux que les deux dames soient sur la scène parce que le succès de tous ces colloques-là ne m'appartient pas du tout, mais appartient particulièrement à Esther et Rosalie. Rosalie et Bébé Shields, parce qu'on l'a vraiment mis à l'ouvrage tous les deux. Un merci particulier à ces deux dames. Je vous dirais honnêtement, ils me laisseraient tomber. Moi, je pense que je laisserais tomber le colloque, tellement j'ai besoin d'elles. Alors, sur ce, bravo Esther. Je te laisse un petit 2 minutes si tu veux. Pas 2 minutes. J'aurais rien à dire spécial à part merci beaucoup. C'est un colloque, je trouve, qui a particulièrement bien roulé et c'est aussi grâce à votre participation. On est très, très contents de vous avoir eu ici. Puis j'espère vous revoir au prochain. Merci. Je voulais aussi qu'Esther et Rosalie et Bébé Gilles soient sur la scène pour illustrer la phrase suivante. Parce que je suis convaincue qu'individuellement et collectivement, on peut faire la différence. Je vous inviterai tous à garder un regard positif sur l'avenir, à chausser vos lunettes roses, OK, pour 2 choses, OK? Parce qu'en sortant, ça c'est intéressant que la photographe prenne une belle photo de tous les participants avec des lunettes roses, mais il me semble qu'on n'aura jamais l'occasion d'avoir un autre visuel dans ce genre-là. Oh, Rosalie, viens-t'en sur la scène. Et parce que ça serait encore plus intéressant que vous les gardiez jusqu'à chez vous, parce qu'en arrivant chez vous, il y a un courriel qui vous attend pour que vous puissiez évaluer le colloque. OK? Alors, sur ce, je vous souhaite bonne continuation et on se voit en 2016.